Le pilote a commis une erreur dictée par l'orgueil en laissant son enfant entrer dans le cockpit en vol. Bientôt, l'avion a plongé en vrille dans la neige. Des enregistrements ont capté la panique de ces derniers instants. Rien n'allait mal avec l'avion au décollage. Alors qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce crash soudain et catastrophique ? À 13h40, le vol SU-5 d'Aeroflot décolle de l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Bientôt, l'avion devient une faible traînée de feux de position qui s'estompe lentement au loin. Il s'envole vers l'est en direction de sa destination finale, Hong Kong. Pendant son vol, l'équipage signale sa position au centre de contrôle du trafic aérien de Novokuznetsk à 34 000 pieds au-dessus des vastes étendues de la Sibérie. L'heure locale était minuit 30 le 23 mars 1994 lorsque l'avion s'est approché de la frontière mongole. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut des nouvelles. Il a disparu des radars seulement 28 minutes plus tard. Au sol, un éclair lumineux illumine la taïga. Un Airbus A310-304, un avion de passagers, brûle au cœur des montagnes. Le vol 593 d'Aeroflot s'est écrasé, tuant toutes les personnes à bord. Cet accident reste l'un des plus étranges de l'histoire de l'aviation civile. Rien ne laissait présager un problème au décollage. C'était un avion neuf, exploité par un équipage de 3 pilotes qui avaient déjà effectué cette route à de nombreuses reprises. Alors qu'est-ce qui a mal tourné cette fois-ci ? Grâce à l'enregistrement de la boîte noire, nous avons un aperçu de ce qui s'est passé pendant ces derniers instants. À ce moment-là, l'avion était sous le contrôle du commandant de relève Yaroslav Kudrynsky et du copilote Igor Piskarev. Le commandant de bord, Andrei Danilov, se reposait dans la cabine passager et devait piloter le vol retour. Également à bord se trouvait le pilote d'Aeroflot Vladimir Makarov, mais il voyageait en tant que passager en utilisant un tarif réduit que la compagnie offrait à ses employés et à leurs familles. À minuit 40, Makarov a ouvert la porte du cockpit. Il était accompagné de 2 invités spéciaux qui mouraient d'envie de jeter un œil au poste de pilotage. C'étaient les enfants de Kudrynsky, sa fille de 12 ans, Jana, et son fils de 15 ans, Eldar. Kudrynsky était ravi que ses enfants puissent enfin le voir faire son travail et il voulait leur faire vivre l'excitation de voler. Oui, les enfants allaient en piloter un avion de ligne avec 75 personnes à bord. À minuit 43 minutes et 34 secondes, la première à prendre les commandes fut Jana. Kudrynsky avait la main sur les commandes de cap du pilote automatique tout le temps. Il a changé le mode de contrôle latéral du pilote automatique de navigation à sélection de cap. Au lieu de suivre la trajectoire de vol précalculée, le pilote automatique volait désormais simplement dans la direction définie par le pilote. Kudrynsky a dit à Jana de tourner le manche de commande vers la gauche et il a réglé le pilote automatique pour tourner à gauche. C'était une astuce qui donnait à la fille l'impression qu'elle pilotait l'avion. Peu de temps après, elle s'est lassée de piloter et s'est dirigée vers son grand frère Eldar. Il était minuit 51 et 55 secondes quand Eldar s'est assis sur le siège de son père. De même, il a été invité à piloter. Fait intéressant, à aucun moment Kudrynsky n'a officiellement transféré les commandes à son copilote. Ainsi, Piskarov était assis détendu dans son siège, qu'il avait reculé au maximum. Il tenait le manche dans ses mains, mais pas aussi fermement qu'il aurait dû. Kudrynsky a répété le même tour avec Eldar. Eldar a prudemment tourné de 4 degrés vers la gauche. Simultanément, Kudrynsky a basculé le pilote automatique en mode sélection de cap et a tourné la molette de commande pour entrer un cap vers la gauche. Le pilote automatique a viré l'avion à gauche comme si Eldar l'avait fait. Après que l'avion est incliné de 21 degrés à gauche, Kudrynsky a demandé à son fils de tourner à droite. Le pilote a de nouveau tourné le bouton à droite, sans que l'adolescent ne le remarque. À ce moment-là, Kudrynsky a remis le mode de contrôle latéral du pilote automatique en navigation et l'avion a repris la trajectoire prévue. La leçon de pilotage d'Eldar a été brièvement interrompue par Jana, qui sollicitait sans cesse son père.
faire. En première classe, tu ne feras que dormir. Ne cours pas là-bas, sinon ils vont nous tirer. 55 minutes et 36 secondes après minuit. Pendant que Kudrinski se disputait avec sa fille, Eldar l'a interrompu avec une question qui a déconcerté tout le monde dans le cockpit. L'avion s'inclinait soudainement vers la droite. Il tourne tout seul? Oui. Mais pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Avons-nous perdu la route? Il rejoint une route. Tu crois? Bien sûr. La route précalculée vers Hong Kong a disparu de l'écran de gestion de vol. À la place, il affichait un symbole de circuit d'attente, une ligne courbe fermée devant le symbole de l'avion. En aviation, le circuit d'attente désigne la manœuvre consistant à maintenir un avion en attente dans un espace aérien spécifié. Il est principalement utilisé lorsque l'avion est arrivé à destination, mais ne peut pas encore atterrir. Cependant, le vol 593 était encore loin de sa destination finale, et il n'y avait absolument aucun aéroport à proximité. Les 3 pilotes, y compris Makarov, qui était toujours dans le cockpit, étaient tellement occupés par le comportement étrange de l'avion qu'ils n'ont pas remarqué qu'il s'était incliné vers la droite de plus de 45 degrés. Puis, soudainement, l'avion a commencé à accélérer tout seul, augmentant les forces G à bord et plaquant l'équipage dans leur siège, à tel point qu'il était impossible pour quiconque de bouger. Kudrinski, qui ne pouvait pas non plus retourner à son siège, a dû donner des instructions à son fils. Iskarev, le copilote, avait toujours son siège en position la plus reculée et pouvait à peine atteindre le manche de commande. Au milieu d'une confusion totale, les 2 pilotes ont donné à Eldar des instructions opposées. L'avion a continué à s'incliner jusqu'à un angle dangereux de 90 degrés. Il volait sur le côté. Tiens-le manche, tiens-le. La vitesse, tourne de l'autre côté, de l'autre côté. Tourne à gauche. Tourne à droite. Soudain, une forte alarme d'altitude a averti que l'avion commençait à décrocher. Un décrochage en aviation indique une réduction soudaine de la portance. Cela se produit lorsque l'angle entre les ailes et la direction du flux d'air dépasse un point critique. À ce stade, les ailes perdent leur capacité à produire de la portance et l'appareil entame une descente. L'autre côté, À gauche. à droite. À droite. Tu vois pas ou quoi? Tourne à droite. À droite. L'avion est parti en spirale, tombant rapidement. En réponse, un système automatisé de protection Alpha Floor s'est activé et a sorti l'appareil de la chute rapide. Iskarev reprit enfin ses esprits et tourna fermement ses commandes vers la gauche. Il tira ensuite les commandes vers lui pour sortir l'avion de sa plongée. À ce moment-là, il volait à 480 miles par heure, augmentant les forces G jusqu'à un impressionnant 4,7 G. Kudrinski cria à Eldar de quitter le cockpit, mais le pauvre garçon ne pouvait pas bouger à cause de la force G importante. Eldar, dévoile-toi. Va à l'arrière. Va à l'arrière, Eldar. Tu vois le danger, n'est-ce pas? Manette des gaz au ralenti. Va-t'en. Va-t'en, Eldar. Va-t'en. Va-t'en. Je te dis de partir. Iskarev a réussi à redresser l'avion, mais il a commencé à monter à un angle presque vertical et a ralenti à 113 miles à l'heure. Après avoir atteint un impressionnant 4,7 G, il est entré en apesanteur. Tout se passait trop vite. Le chaos était tel que les pilotes n'ont pas eu le temps d'envoyer un signal de détresse. Une fois que la force G s'est normalisée, Kudrinski a enfin repris sa position. Eldar a quitté le siège du capitaine en urgence, appuyant accidentellement sur le palonnier, provoquant un brusque lacet à droite de l'avion. Après que Piskarov ait effectué un virage serré à gauche pour contrer le lacet, l'appareil a décroché, a tourné sur lui-même et s'est retrouvé à l'envers. De nouveau, il a commencé à descendre rapidement, le nez pointé presque directement vers le bas. Les aiguilles de l'altimètre tournent trop vite pour être lues par les pilotes.
Kudryntski et Piskarov faisaient tout ce qui était en leur pouvoir et selon leur connaissance pour sortir l'avion de la chute libre. Pleine puissance, pleine puissance, pleine puissance. J'ai mis les gaz, c'est fait. Pleine puissance. Je l'ai fait. Pleine puissance maintenant. J'ai mis les gaz, c'est fait. Quelle est la vitesse? Je n'ai pas vu d'instrument. Oui, la vitesse est élevée. Elle est élevée, n'est-ce pas? Trop élevée. Je l'ai éteinte. On sort, on sort, on sort. À droite, pied à droite. La vitesse est trop élevée. Réduis-la. Je l'ai réduite. À ce moment-là, l'avion semblait se redresser, mais une réduction de la vitesse et un coup de palonnier à droite l'ont fait repartir en vrille. Puis une fois de plus, l'appareil est parti en piqué. Merde, pas encore. Ne tourne pas, ne tourne pas. La vitesse, j'ai mis un peu. Sors maintenant. Tout est normal. La dernière manœuvre a finalement arrêté la vrille de l'avion et a aligné son nez avec l'horizon. Malheureusement, cela s'est produit à moins de 365 mètres au-dessus de la cime des arbres. Redresse doucement, 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 je te dis. Le vol Aeroflot 593 s'est écrasé sur une montagne couverte de neige, en descendant à 230 pieds par seconde. L'avion s'est complètement désintégré. Aucune des 75 personnes à bord n'a survécu. L'appareil est tombé dans une région reculée de la taïga sibérienne, à environ 1,5 km de la route la plus proche. Lorsque l'équipe de secours est arrivée à 6 heures du matin, elle a trouvé l'épave gelée, la neige autour étant imbibée de carburant d'avion. Des corps défigurés étaient éparpillés jusqu'à environ 1,5 km à la ronde. Malheureusement, en raison de l'éloignement du lieu de l'accident et des mauvaises conditions météorologiques, les secouristes ont mis 7 jours à retrouver tous les corps. La nouvelle de la tragédie est parvenue à Moscou le même jour. Le public a été choqué et a exigé des explications. Un responsable du ministère russe des Transports a déclaré que la chute brutale n'aurait pu être causée que par une explosion ou une collision avec un objet étranger. Les enquêteurs du comité interétatique de l'aviation russe étaient également perplexes quant à la façon dont un avion tout neuf s'est écrasé sans que les pilotes n'envoient le moindre signal d'urgence. Au moment de la catastrophe, l'avion avait 2 ans et demi, bien en dessous de la durée de vie moyenne de 30 ans. Il a été inspecté avant d'entrer en service et n'a révélé aucune défaillance. Depuis son entrée dans la flotte d'Aeroflot, l'Airbus A310-304, immatriculé Foxtrot Oscar Golf Québec Sierra, a effectué 8046 cycles de vol et accumulé 5375 heures de vol cellule. La majorité de ces vols concernaient la ligne Moscou-Hong Kong. Lorsqu'il a décollé de l'aéroport de Cheremetyevo, il y avait 12 membres d'équipage et 63 passagers à bord, soit 3 fois moins que la capacité maximale de la cabine. Les pilotes qui pilotèrent l'avion étaient des membres d'équipage expérimentés. Ensemble, ils totalisaient plus de 14 000 heures de vol. Cependant, ils n'avaient que 1350 heures de vol cumulées sur la A310. Il est également important de noter qu'avant l'A310, les 3 pilotes n'avaient jamais piloté un avion construit en Occident. Leur expérience de vol a été acquise sur des avions soviétiques qui étaient moins sophistiqués que les avions occidentaux. Au début des années 90, les systèmes avancés d'Airbus représentaient un énorme bond technologique pour les pilotes russes, auxquels ils devaient encore s'habituer. Il en allait de même pour les 3 pilotes du vol 593. Cela s'est avéré être le facteur clé qui a provoqué l'accident. Contrairement aux avions fabriqués en Union soviétique, les canaux verticaux et latéraux du pilote automatique des avions de ligne occidentaux pouvaient être désactivés indépendamment, sans s'influencer mutuellement. Habituellement, cette fonctionnalité n'était utilisée que lorsqu'un avion en pilotage automatique s'écartait soudainement de sa route préétablie. Avec le manche seul, les pilotes reprenaient instantanément le contrôle sans devoir atteindre le bouton de déconnexion du pilote automatique. Malheureusement, c'est ainsi que la catastrophe du vol 593 a commencé. Lorsqu'Eldar tenait le manche dans ses mains, son père a incliné l'avion en ajustant le pilote automatique en mode sélection de cap. Cependant, lorsque Kudryntski a remis le pilote automatique en mode navigation, Eldar et Piskarov ont continué à maintenir le manche vers la droite.
Le système a interprété cette action comme une tentative du pilote de reprendre le contrôle et a désactivé le canal latéral du pilote automatique tout en maintenant le contrôle sur les autres systèmes de vol. Le problème était que la déconnexion d'un seul canal ne déclenchait ni l'alerte visuelle ni l'alerte sonore de désengagement du pilote automatique. Ni Kudryntsi ni Piskarov n'ont remarqué que le canal latéral du pilote automatique était désactivé. À ce moment-là, Eldar pilotait en réalité l'avion avec l'aide de Piskarov. En tournant progressivement le manche à droite, l'avion s'est incliné vers la droite. Comme le virage était continu, la trajectoire de vol prévue à l'écran montrait un virage de 183 degrés, similaire à un circuit d'attente. Cela a déconcerté les pilotes pendant 9 secondes, durant lesquelles l'avion a dépassé une inclinaison de 45 degrés pour atteindre presque 90 degrés. Avec un angle d'inclinaison plus prononcé que prévu par la conception, il a commencé à descendre rapidement. Cela a activé le canal vertical du pilote automatique, qui était réglé pour maintenir une altitude de 34 000 pieds. Le pilote automatique, qui ne contrôlait plus les ailerons, a utilisé ses autres commandes pour compenser, en cabrant le nez de l'avion et en augmentant la poussée des moteurs, augmentant ainsi la force G dans l'avion. Lorsque l'avion a cabré, il a dépassé l'angle d'attaque normal, ce qui signifie que l'air ne s'écoulait plus de manière fluide au-dessus des ailes. Les ailes ont perdu leur capacité à générer de la portance, et l'avion est entré en décrochage et a commencé à tomber vers le sol. Le pilote automatique n'a pas pu gérer la situation et s'est complètement désengagé. Un deuxième voyant lumineux, plus grand, s'est allumé pour avertir les pilotes du désengagement complet, et cette fois, ils l'ont remarqué. Tout s'est déroulé en moins d'1 minute, tandis que les deux pilotes ignoraient totalement ce qui se passait. Piskarov a réussi à sortir l'avion de la plongée grâce au système de protection automatisé de l'appareil, mais il a ensuite commis une erreur fatale. Il a surcorrigé, plaçant l'avion dans une montée presque verticale. L'appareil a ralenti à une vitesse bien trop faible pour maintenir le vol, est entré dans un nouveau décrochage et est tombé du ciel en vrille. Lorsque les pilotes ont réussi à redresser les ailes, l'altitude était déjà trop basse pour se rétablir. Ce qui devait être un moment de plaisir en famille s'est finalement transformé en catastrophe. Pour rendre la tragédie encore plus étrange, si Eldar et Piskarov avaient simplement lâché les commandes dès le début, le pilote automatique aurait rétabli un vol rectiligne et sûr, et l'accident aurait été évité. Le 3 juin 1994, un responsable du comité interétatique de l'aviation ayant participé à l'enquête a déclaré que le crash du vol Aeroflot 593 était dû à des actions incorrectes de l'équipage qui ne respectaient pas les spécificités d'exploitation de l'appareil. Aeroflot a d'abord nié que les enfants étaient dans le cockpit et avaient piloté l'avion. Mais lorsque l'enregistrement vocal a été divulgué à la presse, la vérité sur la façon dont l'appareil s'est écrasé est devenue parfaitement claire. Le 16 novembre, avant la publication des résultats officiels de l'enquête, le chef adjoint du comité interétatique de l'aviation a déclaré, je cite, que la tragédie s'est produite lorsque la fille et le fils du commandant de bord se trouvaient en paix dans le cockpit et que leurs actions, ainsi que la réaction non coordonnée des pilotes à leur égard, ont conduit à la catastrophe. Le rapport d'enquête a également souligné que l'Airbus A310 ne disposait pas d'un avertisseur de désengagement du pilote automatique, comme l'exigeaient les pratiques recommandées au niveau international. S'il avait été présent, l'équipage aurait pu détecter le désengagement du pilote automatique à temps et aurait probablement pu sauver l'avion. Dans les mois qui ont suivi l'accident, Aeroflot a perdu environ 30% de ses passagers potentiels. La compagnie a retiré le reste de ses Airbus A310 et les a remplacés par des avions soviétiques Ilyushin. Les vols long courriers ont été annulés, à l'exception de ceux très rentables vers Singapour et Sydney. La catastrophe a donné lieu à une procédure pénale, mais celle-ci a été close car tous les accusés sont décédés dans l'accident. Conformément aux normes internationales, Aeroflot a versé une indemnisation de $20 000 pour chaque victime et de $20 par kilogramme de bagages. De plus, pour témoigner du respect envers les passagers et l'équipage à bord, la compagnie aérienne a changé le numéro de vol de SU 593 à SU 212. La perte de 75 vies dans l'accident du vol Aeroflot 593 sert d'avertissement. Il suffit parfois d'un instant d'imprudence pour déclencher une catastrophe.